Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission qui sera peut-être régulière. Si je m'en tiens à ce que j'ai décidé, ça sera une fois par mois. Ces derniers temps, je me suis dit, ce serait bien que tu reprennes le temps de lire. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis pris 1 heure par jour, 1 heure pendant laquelle je ne fais rien d'autre que lire. Et du coup, ça m'a permis de découvrir, surtout d'entamer des romans que j'avais envie de commencer depuis des mois, quoi, parce que je suis le genre de personne qui voit un bouquin, qui se dit « Ah, ça a l'air chouette », qu'il achète et qu'il lit pas, parce que je prends pas le temps de lire. J'ai corrigé ça ce mois-ci, en commençant à lire donc des livres que j'ai sur ma liste d'attente depuis des mois, peut-être des années maintenant, et je me suis dit, quitte à lire, autant partager avec vous ce que je lis, faire des petites critiques, faire des petits résumés, parler de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Non, puis en plus, ça peut vous donner le goût de la lecture, parce que c'est un truc qui se perd et qui est un peu dommage, parce que, ben, voilà, je suis une incarnation du fait que le goût de la lecture se perd, c'est pour ça que je me suis imposé 1 heure. Ça m'a permis de lire 3 livres ce mois-ci, que je vais vous présenter dans l'ordre de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Pouf, premier. Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Qu'est-ce que ça raconte? Ah là là, comme c'est bien introduit. Ça raconte l'histoire d'un auteur qui meurt et qui rentre en contact avec une médium et il a l'intuition qu'il a été assassiné. Et du coup, lui va mener l'enquête dans le royaume des morts, et elle va mener l'enquête dans le royaume des vivants. Gros chat miaule, je vais aller lui ouvrir. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai pris énormément de notes, parce que j'ai peur d'oublier à chaque fois ce dont je veux parler, donc du coup, je note absolument tout. Je vais vous dire ce que j'ai pas aimé d'abord, ce que j'ai bien aimé ensuite. Allez, ça peut être bien. Dans ce que j'ai pas aimé, il y a des grosses facilités de scénario. Il y a des fois où, disons que Bernard Werber est le maître du hasard dans son roman, et du coup, le hasard fait souvent très bien les choses pour les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont souvent reliés de façon bien heureuse. Et du coup, des fois, voilà, les ficelles sont un peu grosses. C'est un reproche qui revient assez souvent dans l'écriture de Bernard Werber d'une façon générale. Vous m'entendrez souvent prononcer son nom parce que Bernard Werber est un de mes auteurs préférés. C'était un de mes auteurs préférés en tout cas quand j'étais plus jeune. Vous savez, ça fait partie de ces auteurs avec lesquels tu as appris à aimer la lecture. Et du coup, il aura toujours une place privilégiée, quoi. Et puis j'aime toujours beaucoup ce qu'il fait, c'est juste que ça fait, voilà, comme je dis, ça fait des années que je suis en retard sur sa bibliographie, donc il faut que je rattrape. Donc de toute façon, là, dans les mois à venir, vous allez entendre beaucoup parler de lui, parce que je compte rattraper tout le retard que j'ai sur son œuvre. Un truc que j'ai pas aimé, c'est comme du coup, le personnage principal, dont je vais chercher le nom, Gabriel Wells, c'est ça bien sûr. Gabriel Wells étant donc un auteur décédé, il rentre en contact avec des esprits décédés. Alors ça me pose pas de problème évidemment quand c'est des membres de sa famille, des gens qu'il a admirés, tout ça. Ça me pose un petit peu plus de problème quand c'est des gens qui existent vraiment, enfin qui ont vraiment existé. Alors j'ai noté vite fait des noms qui apparaissent. Des fois par exemple il donne des noms, genre Victor Hugo il est évoqué mais il n'interagit jamais avec l'action. Par contre Jim Morrison on voit Mitterrand. On voit Conan Doyle. En fait, il y a deux cas. Il y a les cas où ça me dérange pas trop, genre par exemple Edison, parce que son écriture, son personnage de Thomas Edison correspond beaucoup à l'image mentale que je me fais d'Edison. C'est une espèce de caricature de Thomas Edison, donc pour moi, ça me pose pas de problème. Par contre, Conan Doyle, parce qu'il met en scène Conan Doyle aussi, Conan Doyle, ça me dérange un petit peu plus parce que ça correspond pas à l'image que je me fais de l'auteur. Puis alors, il y en a un qui prend cher dans son cul, c'est Alain Robbe-Grillet. Alors, il a changé son nom. Alain Robbe-Grillet, qui est une des figures de proue du nouveau roman français. À mon avis, Werber doit avoir un compte à régler avec Robbe-Grillet, ça doit se passer comme ça. Il est mis en scène de façon sèche, quoi. Voilà. Je serais fan de Robbe-Grillet, j'aurais pas aimé. Ouais, j'ai noté, la fin de l'enquête est décevante, mais comme il le souligne lui-même, c'est souvent le cas, et ça n'a de toute façon jamais été vraiment le propos. C'est-à-dire que l'enquête sur qui a tué l'auteur est un prétexte, c'est un MacGuffin comme on dit au cinéma, c'est-à-dire ça conduit les personnages mais c'est pas l'intérêt de l'histoire. Bon bah on va aborder directement le gros problème de ce roman, mais qui est aussi un problème très récurrent chez Werber. Ces personnages n'ont pas de profondeur, c'est faux dit comme ça parce que en fait ils ont tous une profondeur mais c'est tous la même. Tous les personnages sont une facette de Bernard Werber. Ils parlent tous de la même façon. Ils ont tous les mêmes jeux d'esprit ou presque. Alors ça peut être gênant. Tous les personnages principaux ont un très long chapitre où il y a un monologue, où ils vont raconter leur vie. Mais raconter leur vie, je suis né en 54 dans un faubourg à Varsovie, voilà, sans être interrompu par un autre personnage, alors que c'est en plein milieu, enfin c'est pas en plein milieu, mais c'est dans un dialogue, c'est-à-dire qu'ils sont dans un contexte où le monologue a un sens, si vous voulez, où ils sont en train de parler à quelqu'un d'autre. Ils sont pas en train de parler au lecteur pour lui dire voilà, telle est ma vie.
Non, ils sont en train de parler à quelqu'un, et ils racontent toute leur vie. Alors, c'est introduit de telle sorte que ça ait à peu près un sens, mais c'est un gros parti pris de style. C'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'écriture de Bernard Werber, mais ça fait que les personnages... En fait, il n'y a pas de personnage. C'est pour ça que j'ai cherché le nom du personnage principal, c'est parce que je l'avais oublié, parce que tous les personnages de Bernard Werber sont Bernard Werber. Si on considère que c'est un souci qu'il a toujours eu. Par exemple, dans Les Thanatonautes, qui est un de mes livres préférés de Bernard Werber, peut-être mon livre préféré de Bernard Werber, je suis incapable de vous citer les personnages principaux. Je revois, j'arrive à me les figurer en tête, mais je peux pas vous donner leur nom, parce qu'ils ont pas de... Les personnages sont pas ce qui est important c'est le récit, ce qui est important c'est ce qu'ils vivent, ce qui est important c'est le monde que... Les idées en fait, que propose Bernard Werber. Je vais spoiler un petit peu. Alors c'est pas un spoil de la... C'est pas un spoil de la grosse intrigue si vous voulez, c'est un petit spoil, mais c'est un spoil quand même. Donc je vais vous mettre un timecode, mais voilà, si vous faites spoiler ça, ça va pas vous pourrir le roman, rassurez-vous. Mais à vous de voir. Si vous voulez rien vous faire spoiler, timecode. Si ça vous dérange pas de vous faire spoiler un truc qui est pas nécessaire, voilà, restez avec moi. Vers la fin du roman, il y a une espèce de bataille dans le royaume des morts, si vous voulez, entre les auteurs, j'allais dire les auteurs réalistes et les auteurs fictifs. Si vous voulez, il y a Flaubert qui va... Et du coup, pour combattre entre esprits, ils vont invoquer leurs personnages. Il y en a qui disent « Ouais, le style, c'est le plus important, l'histoire, voilà, l'intrigue n'est que vulgarité, voilà, tout ça, machin. » Et de l'autre côté, t'as les auteurs de fiction. Je crois que c'est lui qui utilise cette métaphore. Le style, c'est la sauce, c'est-à-dire que si ta viande, elle est pourrie, tu peux mettre la sauce que tu veux, le plat restera dégueulasse. Bon, c'est deux points de vue sur l'écriture, voilà, qui s'affrontent. Nous avons donc ces personnages, nous avons le fantôme de Conan Doyle, le fantôme de Tolkien, et le fantôme de Lovecraft qui peuvent invoquer n'importe laquelle de leurs créations pour combattre en leur nom. Werber explique bien que la seule façon qu'a un fantôme, si vous voulez, un esprit, de faire du mal à un autre esprit, c'est pas physiquement, donc du coup c'est de le descendre mentalement. Il y a une scène où le personnage principal, pour faire ça très schématiquement, croise l'esprit d'un pédophile, le pédophile essaye de l'amadouer, et l'esprit du personnage principal, enfin l'esprit de Gabriel Wells, se transforme en petit enfant apeuré, et du coup c'est comme ça que cet esprit-là peut faire du mal à cet esprit-ci. Donc voilà, ça c'est les armes des esprits. Conan Doyle invoque Sherlock Holmes, et Sherlock Holmes, qui est un des esprits les plus brillants de la fiction, va se battre avec un flingue. Lovecraft invoque Cthulhu. Tu vas pas me faire croire que n'importe quoi... Le principe de Cthulhu, si tu le vois, tu perds la raison. À partir de là, dans une bataille d'esprit, t'invoques Cthulhu, t'as gagné. Fini, y a plus de bataille. Tolkien, il pourrait invoquer Gandalf, il pourrait invoquer Sauron, et il invoque des hobbits. Voilà, c'est niveau manipulation de personnages, on est sur... On sent que c'est là que le bas blesse dans l'écriture de Bernard Werber. Du coup, ce problème de personnage, ça fait que certains personnages ont une personnalité qui change en fonction des besoins du roman. C'est-à-dire, là, j'ai pris l'exemple du frère hyper-cartésien de Gabriel Wells, donc qui s'appelle Thomas Wells, qui accorde beaucoup d'importance à ses rêves et qui veut construire une machine pour parler aux morts. Alors, bref, un autre problème du roman, c'est que, voilà, il y a des fois des gros... sans aller jusqu'à parler de contresens, bah, on rejoint les ficelles de scénario, c'est-à-dire que disons que les personnages ils ont un gros trait de personnalité, sauf quand ils ont besoin d'avoir un trait de personnalité qui est totalement opposé. Et dernier petit reproche que je ferai, qui est beaucoup moins prégnant, on sent que le roman est très autobiographique. On sent vraiment que le personnage principal, sans être lui, c'est quand même vachement lui, quoi. Il parle beaucoup de la façon dont les médias voient les auteurs populaires. Il parle beaucoup des critiques. D'ailleurs, il y a un personnage de critique dans son livre qui s'appelle Jean, je crois, j'ai oublié son prénom, mais qui s'appelle Monsieur Moisy. Bon, c'est pas super subtil. C'est pas super subtil, mais c'est drôle. Donc on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être subtil. Je vous dis, des fois, les ficelles sont énormes. Du coup, ça plaît ou ça plaît pas, et vu que j'ai une tendresse particulière pour le style de Werber, pour moi ça passe. Et du coup, un truc que je trouve très mignon, c'est que à la fin du roman, il y a un personnage qui a lu toute l'œuvre de Gabriel Wells, et qui fait une critique de son œuvre d'une façon générale, et c'est amusant parce que
t'as vraiment l'impression que Bernard Werber fait sa propre autocritique ou répète des critiques qu'on lui fait souvent, parce qu'en l'occurrence, les critiques qu'il se fait peuvent vraiment s'adapter à son écriture. Ça parle de ses fins qui sont toujours un peu prévisibles et un peu gauches. Maintenant, les points positifs. J'ai déjà largement abordé le positif, mais c'est parce que j'aime beaucoup Bernard Werber, donc même quand j'en dis du mal, je suis obligé d'en dire du bien, parce que c'est un style que j'aime bien. Notamment, voilà, le fait que tous les personnages parlent de la même façon, bah, moi ça me plaît. C'est un style que j'aime beaucoup. Les longs dialogues biographiques, moi ça me fait sourire parce que je me dis ça, c'est tellement Bernard Werber, quoi. C'est vraiment, tu le retrouves, quoi. Il y a, depuis quelques temps, il met beaucoup de blagues dans ses romans. Et c'est drôle parce que les personnages racontent des blagues, mais comme personne raconte des blagues, parce que t'as vraiment l'impression que c'est un copier-coller d'un site de blagues. Toi et moi, quand on raconte des blagues, on bafouille, on revient, on a des intonations un peu foireuses. Là non, dans le bouquin, c'est la blague. Texto, mise en situation, escalade, chute. Il y a autre chose qui est vachement bien, mais qu'on retrouve dans presque tous les romans de Werber, c'est les articles du savoir relatif les articles de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est un ouvrage fictif qu'on trouve dans tout l'univers de Bernard Werber, parce que plus ou moins tous ses romans se passent dans le même univers. Et donc, il y a cet ouvrage, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est une collection de curiosités. Et c'est des trucs, c'est des curiosités qui renvoient au monde réel, et qui sont vachement intéressantes, qui font très Axolot, la chaîne YouTube. Alors je vais lire tel quel ce que j'ai écrit. La part de monde réel, donc tous ces articles de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, le fait qu'ils se réfèrent à des personnages à des gens qui ont vraiment existé, la part de monde réel donc rend l'intrigue très vive et donne envie d'y croire. Il y a un moment où on se dit, si on peut dialoguer avec les morts, parce qu'il explique que il y a des dialogues avec les morts qui sont possibles d'une façon ou d'une autre, mais si on peut dialoguer avec les morts, pourquoi telle ou telle personne n'aurait pas fait telle ou telle chose, voilà. Et c'est après qu'on se rappelle que c'est une fiction. c'est pas possible de parler avec les morts aussi facilement que ce qui est décrit dans le livre. Mais en fin de compte, ce qui fait vraiment la force de ce roman, et presque tous les romans de Bernard Werber, c'est le fait qu'il a des idées. Il arrive à concentrer justement ses idées dans une phrase, une formule choc, sans aller jusqu'à éclairer ta façon de voir le monde d'une nouvelle lumière. Tu te dis, ah, c'est pas con. Une des forces de l'écriture de Werber, c'est cette précision dans la description de ses idées. Je pense que c'est parce qu'il part de ses idées, il part de ses phrases, ces espèces de maximes, et il crée le roman à partir de là. Comme tous les romans de Bernard Werber, en fait, depuis l'au-delà, sa force, qui est aussi sa faiblesse, c'est qu'on a vraiment l'impression de juste discuter avec Bernard Werber. Je sais pas ce que ça donnerait de discuter vraiment avec lui, évidemment, j'aurais pas cette prétention, mais t'as vraiment l'impression de partager un moment privilégié avec quelqu'un de très cultivé et quelqu'un dont la façon de s'exprimer est très agréable. Mais du coup, je pèse mes mots parce que je veux pas trop en dire du mal. Si je devais lui mettre une note, parce que j'ai mon système de notation A, B, C, D, E, F qui est très pratique, je partirais sur du C+, parce que la formule qui me vient est hyper dure par rapport à ce que je ressens, mais la formule qui me vient, t'as vraiment l'impression que c'est du Werber en roue libre. C'est-à-dire, des fois sa pensée est plus perçante. Même dans ce thème très précis de la mort, l'état d'Atonaute était beaucoup plus... évoquer un univers beaucoup plus riche. Et du coup là c'était vraiment une expérience de lecture très plaisante. Ça aurait pu être un B-, mais j'ai des formules qui me viennent, elles sont beaucoup trop dures par rapport à ce que je ressens. J'allais dire, j'ai vraiment l'impression que Werber a pas fait d'effort. C'est faux évidemment. Je l'ai pas senti très impliqué. C'était plus un petit j'allais dire un petit roman sympa, c'est très prétentieux. Je pense que le fait d'avoir lu beaucoup de romans de Werber m'a habitué à voyager, si vous voulez, à être... Là, on est un peu sur ce que j'estime être le minimum de ce que je ressens quand je lis du Bernard Werber, c'est-à-dire, je suis content de le retrouver. C'est plus ou moins tout. C'est bien, hein, c'est déjà bien, et je vous recommande la lecture de Depuis l'au-delà, mais c'est pas le meilleur roman de Werber que vous pouvez vous procurer. Maintenant, c'est que mon avis, hein, je vous rappelle que je suis pas un très gros lecteur. Il y a probablement des
plus gros lecteurs dans mon public. Très forcément. Forcément des plus gros lecteurs. Mais en tout cas, pour ce que ça vaut, voilà, pour moi qui aime beaucoup son écriture, je vous le suggère. C'est pas son meilleur, mais ça reste Bernard Werber, quoi. C'est pas un mauvais Werber. C'est vraiment ça, c'est un Werber. Je suis désolé, j'arrive pas à te rendre justice. T'étais bien. Savoir que je suis fatigué aujourd'hui, j'ai mal dormi cette nuit, du coup je peine un peu et à trouver mes mots et à communiquer mes émotions. Deuxième livre que j'ai lu, alors celui-ci est particulier parce que c'est... comment je décrirais cette personne ? Un membre du Discord, donc c'est un fan, c'est un peu plus qu'un fan dans le sens où je crois que sur mon Discord il est VIP. Il se fait souvent des parties en ligne avec Jérémy, avec moi aussi d'ailleurs. Son pseudo c'est Pyron, son vrai nom c'est Charles Brasseur, et il a donc écrit un livre qui s'appelle Alpharus, qu'il m'a dédicacé. Et donc il a auto-publié son ouvrage. Ça s'appelle Alpharus. Alors c'est un roman de science-fiction dans lequel je vais essayer d'être concis. Donc sur Alpharus, on extrait un cristal qui s'appelle l'alchium, un minerai plus qu'un cristal, mais l'alchium commence à manquer si j'ai bien suivi, et il va commencer à falloir envisager d'aller explorer l'espace alors que le père Alpha, il s'appelle, une espèce de dirigeant du monde, prétend que l'espace est dangereux et enfin il y a une espèce de croyance religieuse comme quoi l'espace c'est la mort, faut pas y aller, la vraie vie est sur Alpharus. Mais la vraie vie commence à être dans la merde, donc va peut-être falloir envisager d'y aller. Et je vais pas vous en dévoiler plus parce que ce serait spoilé. C'est franchement bien. Pour un roman qui a été écrit par... Il me semble que Pyron n'est pas Charles Brasseur. Son vrai nom c'est Charles Brasseur. Moi je l'appelle Pyron, mais son vrai nom c'est Charles Brasseur. Il me semble que Pyron n'est pas j'allais dire un vrai auteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas... si, il a écrit un bouquin, c'est un vrai auteur, mais il me semble qu'il n'en vit pas. Allez, on va dire pour un amateur, te vexe pas, Pyron, si t'es pas amateur, je suis désolé. Pour un amateur, c'est vraiment du bon travail. C'est vraiment, je veux dire, l'intrigue est bien carrée. Eh bien, je vais vous lire les notes que j'ai prises. Il y a une jolie métaphore du fait que les opprimés ont souvent tendance à reproduire leur oppression. C'est-à-dire globalement, il y a deux castes de civilisation. Il y a ceux qui extraient l'alchium dans les mines et ceux de la surface qui les exploitent globalement. Et donc il y a cette réflexion comme quoi les opprimés, c'est ça, ont tendance à reproduire le schéma que leur font subir leurs oppresseurs. C'est assez malin, c'est assez bien fait. Il y a une idée qui est très sympa, mais qui malheureusement ouvre beaucoup de problèmes de scénario, c'est... Alors, j'avais compris qu'aucune des deux civilisations n'était humaine. Je pensais que les deux civilisations étaient aliens, du coup, vu que ça se passe dans une autre galaxie. Pyron m'a dit que les mineurs étaient humains. Je préfère penser que les deux civilisations sont extraterrestres. Et notamment, le peuple de surface a une espèce de super pouvoir qui est l'empathie du sang, c'est-à-dire que ce que le père apprend, ça va se retrouver dans les compétences du fils, mais pas... en puissance si vous voulez. Bref, l'empathie du sang. C'est un concept que je trouve vraiment très chouette, mais qui du coup ouvre la voie à certains problèmes de cohérence de scénario. C'est-à-dire que comment ça se fait... c'est difficile de développer sans spoiler, mais si tu sais tout ce que ton père sait, ça veut dire que tu sais aussi tout ce que tes grands-parents savaient. Pourquoi on n'a pas une population omnisciente, quoi. Mais parce que l'empathie du sang est limitée, évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée, vraiment j'aime beaucoup cette idée, mais elle pose beaucoup de questions. Je vais poursuivre la suite de mes notes. Aucun camp n'est véritablement sympathique, écris-je, ou cliché, tout en étant quand même très caractérisé. Les rebelles sont impulsifs, irréfléchis et contradictoires, ils veulent maintenir l'ordre alors que l'improvisation est au cœur de leurs actions. Les personnages sont très bien écrits. C'est surtout, ils bénéficient d'être passés après Bernard Werber, ça m'a fait du bien de trouver des personnages qui sont vraiment des personnages, c'est-à-dire qui ont des traits, qui ont un caractère. Et si vous voulez, c'est plus que des traits, c'est vraiment pas une psychologie, parce que les personnages n'ont pas de psychologie. Ils ont une cohérence, ils ont tu les sens exister. Et ce qui est très bien fait, c'est que les communautés ont des traits communs. Donc là je dis, les rebelles sont impulsifs, irréfléchis et contradictoires, et ça caractérise
presque tous les rebelles qu'on croise. Et du coup, c'est très drôle parce que les rebelles veulent à tout prix, si vous voulez, veulent à tout prix être carrés, alors qu'ils sont jamais carrés, quoi. Ils sont toujours dans la merde, ils sont toujours en train de chercher une issue de secours à l'arrache. Mais par contre, quand ils donnent des ordres, t'as intérêt à suivre les ordres. C'est-à-dire, voilà, c'est eux qui décident, ils savent pas qu'est-ce qu'ils décident, mais c'est eux qui décident. Ça les rend pas réels, ça les rend concevables. Et c'est une des grandes forces d'Alpharus. J'ai écrit le suspense du rush final est très efficace. Alors je sais pas du tout ce que je voulais dire par là parce que j'ai pas noté le rush final en question, mais j'imagine que c'est ce que j'ai pensé sur le coup. Je me suis dit il faut absolument que je le note sinon je vais oublier. Le suspense du rush final est très efficace, écrit le retournement de situation assez inattendu, et s'il devait y avoir un univers étendu, ce serait vraiment très chouette. En effet, la fin s'ouvre sur une possibilité d'univers étendu. Je dis oui. Il y a un univers potentiel dans ce petit livre. Par contre, le retournement de situation assez inattendu, c'est bien peut-être un poil trop inattendu. Il aurait été bien qu'il soit un peu mieux préparé avant. Et là, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Disons que la fin arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais pas loin. Disons comme un poil de cul sur la soupe. Non, disons pas ça. La fin repose sur un élément qui n'a jamais été vraiment évoqué avant dans le livre. Mais ça marche comme un retournement de situation, c'est-à-dire on est dans un univers qu'on connaît pas, donc il y a des éléments qu'on connaît pas, donc pour moi ça fonctionne. En revanche, ce que j'ai noté, le livre manque peut-être un peu de matière pour nous attacher émotionnellement au personnage. Notamment il y a le personnage d'une petite fille qui explore les mines, et cette gamine, disons qu'on serait beaucoup plus... la gamine, mais les rebelles aussi, c'est le problème de la taille du roman en fait. C'est il manque des scènes, il manque l'attachement émotionnel. Je vais continuer ma lecture de mes notes. On est connecté au niveau psychologique, au niveau des idées, mais moins au niveau des émotions. Ça marche déjà un peu, il suffirait de quelques scènes de dialogue à cœur ouvert, quelque chose comme ça. Une scène pour montrer que malgré sa situation, Hope est heureuse par exemple. Bref, quelque chose qui fait qu'on soit émotionnellement investi dans les personnages en plus de comprendre leurs idées. C'est-à-dire que les rebelles expliquent pourquoi ils sont des rebelles, on comprend. On est avec eux, en n'étant pas 100% avec eux parce qu'ils sont pas super agréables non plus. Enfin, voilà, ils sont pas clichés. Les personnages sont pas clichés, c'est très agréable. Il manque l'attachement émotionnel. C'est vraiment ce qui fait défaut. Un peu de préparation, peut-être un peu de mythologie pour essayer de préparer justement à cette fin, un peu de croyance, d'histoire de ces peuples-là. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui manque dans ce roman pour être vraiment excellent. Si je devais lui mettre une note, ce serait B-. B parce que c'est un bon roman, moins parce que c'est ce qui manque. Mais je vous suggère très très fortement sa lecture. Mais ce que je disais, je sais pas si je vous suggère sa lecture maintenant ou si je vous suggère d'attendre qu'il soit réédité. Pour moi, je lirai la réédition. Donc peut-être que je peux vous suggérer de le lire et celui-ci et la réédition. En tout cas, très bonne surprise. Et Byron a l'intention de continuer d'écrire et j'ai l'intention de continuer de lire ce qu'il écrit parce que c'était vraiment très sympa. Et dernier livre que j'ai lu ce mois-ci et qui m'a beaucoup plu, Les Seigneurs des Sith de Paul S. Kemp, qui est un roman qui se passe dans l'univers de Star Wars. C'est écrit là, c'est pour ça qu'il y a Dark Vador. J'ai pris énormément de notes sur celui-là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. B+. Voilà, celui-là c'est un B+. Je vais prendre mes notes. Le chapitre 1 dégouline de coolitude et replace très bien le personnage de Vador. Ça te place d'emblée le fait que Vador est, sinon le personnage principal en tout cas, un personnage très très important, et 2, Dark Vador est ce que j'ai appelé la coolitude, mais en fait ça replace Dark Vador dans un contexte, si vous voulez, mythologique, quoi. C'est un personnage de légende dans un univers... Ça y est, je sais. Vous voyez, pour ceux qui ont vu Rogue One, vous voyez la scène de... la seule très bonne scène de Rogue One. On ne va peut-être pas tous être d'accord là-dessus. La scène de Dark Vador dans Rogue One. Voilà, vous voyez de quelle scène je parle. Bah voilà. Le premier chapitre, c'est ça. C'est... Il y a un personnage mythique dans cette guerre très concrète. Il y a, voilà, la légende dans la réalité. Le chapitre 1, c'est ça. Ah, c'est une note bizarre que j'ai prise en deuxième, mais pourquoi pas. J'ai écrit le personnage de Moff Morse, donc le Moff, c'est un grade militaire dans l'Empire. Le personnage du Moff Morse est délicieusement diabolique, et j'écris elle veut des esclaves assortis au paysage. C'est génial, parce que ça se passe sur, globalement, l'essentiel de l'action se passe sur Ryloth, qui est la terre natale des Twi'lek. Et donc, la Moff Morse veut des esclaves Twi'lek assortis au paysage. Elle travaille qu'avec des esclaves verts. Et
j'ai ajouté, après, plus tard, on se rend compte que c'est peut-être le personnage le plus tridimensionnel du livre. Tout en étant du côté des impériaux, on apprend qu'elle a perdu sa femme et que ça l'a rendue oisive. Devant les conséquences de cette oisiveté, elle assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est du côté de l'Empire, complètement du côté de l'Empire. C'est une pourriture, mais elle a aussi ses qualités. Et du coup, voilà, j'adore les personnages tridimensionnels comme ça, les personnages qui sont à la fois profondément bons et profondément nuls. Voilà, ça les rend ça les rend plausibles et c'est ce qui fait qu'on s'y attache, quoi. Sinon qu'on les comprend, au moins qu'on essaie de les comprendre. Et pour moi, c'est ce qui fait la force de ce livre. C'est pour ça qu'il a eu plus, c'est pour ça que je lui ai mis B+, c'est parce que il se contente pas d'être un bon roman dans l'univers de Star Wars. Enfin voilà, l'univers de Star Wars est incroyablement riche, donc il pourrait se laisser aller à juste exploiter le filon. Ce roman-là, d'après moi, fait un peu plus que ça. J'ai écrit L'embuscade contre le Périlleux, qui est un destroyer stellaire, au chapitre 6, est palpitante, passer d'un point de vue à l'autre dynamise énormément la bataille. Globalement, il y a le point de vue de Cham, qui est un rebelle Twi'lek, le point de vue d'Isval, qui est un peu sa seconde, et le point de vue de Vador, qui est donc du côté de l'Empire, évidemment. On passe du point de vue de Cham, qui supervise le truc, on passe du point de vue à celui d'Isval, qui est plus ou moins au cœur de la bataille, à celui de Vador qui met un moment à comprendre, mais qui comprend aussi extrêmement vite. On va arriver très vite à ce point-là. Oui, j'ai écrit le roman fait très narration d'une partie de jeu de rôle. Chaque personnage a une idée qui le meut. Et par exemple, Vador, c'est vouloir imposer l'ordre par la colère. La colère est quelque chose de très important, enfin voilà, ils mettent vachement l'accent là-dessus dans le roman. Quand ils décrivent Vador, ils décrivent très bien Vador. Enfin, Paul Escamp a très bien compris les personnages de Vador et de l'Empereur. Donc Vador, l'ordre par la colère. L'Empereur veut s'assurer de la loyauté de son disciple. C'est un point aussi qui revient très souvent dans le roman. Cham veut sauver Ryloth en étant le moins destructeur possible, en se répétant son mantra qui est pas terroriste, combattant de la liberté. Pour lui, c'est vraiment très très important cette nuance. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est-à-dire qui n'est pas bouffé par la haine, quoi. Il veut libérer son peuple. Et Isval, sa seconde, dont vraiment c'est l'histoire. C'est elle, si vous voulez, Cham supervise la rébellion, Vador tente de réprimer la rébellion, Isval, c'est notre point d'attache émotionnelle dans le roman. Et elle, Isval, son objectif, c'est la vengeance. Elle a vécu une enfance de merde sur Ryloth à cause de l'Empire, et du coup, elle veut libérer son peuple, mais elle veut aussi buter des impériaux. C'est un personnage très fort, Isval. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le roman. Je continue mes notes. L'abondance de personnages dont on ignore le sort nourrit le suspense. Donc il y a Isval, il y a Cham, il y a en fait toute la rébellion Twi'lek, parce que je vais continuer de lire ce que j'ai écrit. Et si on sait que l'Empereur et Vador s'en sortiront, ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, on ne sait pas s'ils gagneront les différentes batailles contre les rebelles de Cham. Parallèlement, le fait qu'on sache que les rebelles n'arriveront pas à leur objectif donne une dimension tragique à leur action. On sait que... Parce que Isval a un objectif en tête, c'est tuer l'Empereur et Vador. Pour elle, et pour Cham aussi, parce qu'elle l'a convaincu, la seule façon de libérer Ryloth, c'est de porter un coup fatal à l'Empire, et la seule façon de porter un coup fatal à l'Empire, c'est de le décapiter. Mais comme on sait qu'ils y arriveront pas, parce qu'on sait comment finissent Vador et l'Empereur, bah on sait que cette mission-là au moins échouera. Maintenant, qu'adviendra-t-il d'eux? Que perdront l'Empereur et Vador dans le roman? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? C'est beaucoup plus de suspense que ce qu'on pourrait penser. J'ai écrit, c'est sans doute mieux d'avoir vu les séries animées avant la lecture. Parce que Cham est un personnage qui apparaît dans Star Wars Clone Wars, qui est une série, qui est donc la série animée qui se passe après l'épisode 3. Le roman se passe 8 ans après la guerre des clones. Parce qu'il y a des fois Vador a des flashbacks de son passé. Alors évidemment, quand il pense à Padmé, à l'exécution des jeunes Padawan, on voit à quoi ça fait référence parce que ça renvoie à l'épisode 3. Maintenant, des fois, il a des flashbacks de cette période qui se passe dans Star Wars Clone Wars. Maintenant, si je vous évoque des personnages comme Ahsoka, ça ne vous parle pas si vous n'avez pas suivi un petit peu ce qui se passe dans l'univers étendu de Star Wars. Je continue ma lecture de mes notes. La différence de ton entre les deux points de vue rend bien compte de la faiblesse de la résistance par rapport à l'Empire. Donc j'ai noté le chaos et l'excitation, les sentiments partout chez les rebelles, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le... Ils sont toujours dans le fait d'essayer de maîtriser leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils ressentent des trucs très très vifs,
mais ils sont toujours ils essayent de contrôler ça. Ils essayent de... Par exemple, Isval et Cham sont amoureux l'un de l'autre. Jamais ils se le disent. Mais c'est là, quoi. C'est à la limite. Ils ont énormément de tendresse l'un pour l'autre, mais la rébellion avant tout. Et ils ont peur, mais ils contrôlent. Ils sont stressés, mais ils contrôlent. Ils sont excités par le fait de tuer, mais ils contrôlent aussi. De tuer des impériaux, évidemment. Et en face de ça, il y a l'empereur et Vador. Si vous voulez, qui sont pas dans le contrôle d'émotions fortes, Enfin, si, ils sont dans le contrôle d'émotions... Enfin, Vador, en tout cas, parce que l'empereur, on n'adopte jamais son point de vue. Quand il nous parle de l'empereur, c'est toujours du point de vue de Vador. Mais Vador aussi est dans les émotions fortes, dans la colère, notamment. Mais alors lui, il est dans le contrôle, le vrai contrôle. C'est-à-dire que quand il sent la colère monter, il puise dans la force, et cette colère anime son pouvoir, son pouvoir, son rapport à la force. Et du coup, tu sens cet énorme écart de puissance entre la rébellion t'as vraiment l'impression qu'elle a tout donné, quoi, qu'elle a énormément de moyens, ils sont vraiment dans le maximum qu'ils puissent être, et Vador et l'empereur font à peine d'efforts, et ça suffit pas. J'ai noté, entre parenthèses, une des nombreuses qualités de Star Wars 8, c'est un truc qu'on retrouve dans les derniers Jedi, c'est cet écart de puissance entre les rebelles qui n'ont aucune chance, et l'Empire qui est énorme, quoi, qui pourrait les écraser, enfin l'Empire ou le Premier Ordre dans le cas des derniers Jedi. D'où l'importance de l'espoir, d'où l'importance d'entretenir cette flamme, la flamme de la résistance et la flamme de la rébellion. Et oui, et il y a même une différence d'échelle donc entre Vador et l'Empereur. Je vais pas vous spoiler, mais je vais vous parler un peu de quelque chose qui se passe vers la fin. Je vous le dire dans des termes qui spoilent pas. Globalement, l'empereur et Vador d'un côté, les rebelles de l'autre doivent faire face à la faune agressive de Ryloth, et l'empereur et Vador affrontent un danger beaucoup plus gros que les résistants. La résistance, ils galèrent vraiment très très fort et ils y arrivent à peine, alors qu'ils affrontent quelque chose qui est dangereux, mais qui est pas fou, qui a rien à voir avec ce qu'affrontent Vador et l'empereur. De leur côté, Vador, il galère mais il y arrive. L'empereur, même pas il est essoufflé. Même pas il en a quelque chose à foutre. L'empereur, je crois qu'il rigole. Quand il est au milieu au milieu du bordel. Voilà, la différence de puissance entre tous les pions de l'échiquier, j'ai envie de dire, est très bien retranscrit. Je vais continuer de lire ce que j'ai écrit. Isval est le point d'accroche émotionnel du roman, ça je l'ai déjà dit. Cham, le protagoniste un peu fade, mais auquel on s'identifie, si vous voulez, au niveau des idées. C'est vraiment notre vaisseau dans l'histoire. Mais Vador et l'Empereur en sont les stars. J'ai écrit « Les 4 dernières pages sont grandioses et renversent totalement la dimension du livre. » Pendant tout le livre, tu te demandes vraiment pourquoi est-ce que le bouquin s'appelle Les Seigneurs des Sith, parce que c'est pas leur histoire, quoi. C'est l'histoire de la rébellion. Enfin, si vous voulez, on commence avec le point de vue de Vador, on finit avec le point de vue de Vador. Ça apporte un autre éclairage à toute la lecture. C'est-à-dire que tout ce que t'as lu, tu te dis merde, je l'avais pas envisagé comme ça. Waouh. Ah ouais. Donc c'est les 4 dernières pages je crois que c'est les 4 dernières pages qui m'ont fait mettre un plus. Soit ça, soit le personnage de Moff Morse dont tu te rends compte qu'elle a beaucoup plus de profondeur que ce à quoi tu t'attendais. Bref, très 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 grosse recommandation. Je vais parler d'un tout petit point négatif mais qui n'a rien à voir avec l'écriture de Paul S. Kemp. Le 4e de couverture, je me lis, hein. Le 4e de couverture est entre le très mauvais résumé et le mensonge pur et dur, un peu comme la couverture. Je vous lis le 4e de couverture. Le chevalier Jedi Anakin Skywalker n'est plus qu'un souvenir mort dans les flammes. Faux. Faux. Ça décrit absolument pas ce qui se passe, ça décrit absolument pas l'état d'esprit du roman. Dark Vador est né de ses cendres et a embrassé le côté obscur, oui. Mais l'allégeance de Dark Vador au Seigneur Sith reste encore à démontrer. Absolument pas. C'est-à-dire que elle est acquise au début, acquise à la fin, et il est fidèle de A à Z, enfin, c'est rien à voir. Sur Ryloth, une planète fournissant esclaves corvéables et un stupéfiant, le piquant très recherché, jamais évoqué dans le bouquin. Des fois, il parle du fait qu'il y a des drogués sur Ryloth.
c'est absolument pas un point important. Un mouvement de résistance particulièrement virulent a embrasé la population. Je dirais pas embraser la population, ils me paraissent pas si nombreux que ça. Accompagné de son apprenti Dark Vador, l'empereur Palpatine décide de... Il présente ça comme si c'était Palpatine le personnage principal. Accompagné de son apprenti Dark Vador, l'empereur Palpatine décide de mater la rébellion personnellement afin d'imposer et de signifier sa volonté inflexible et sa toute-puissance. C'est pas ça l'histoire. Pour la résistance, c'est l'occasion de porter un coup fatal à l'Empire. Oui, sauf que je sais pas si je parlerai... Bref, c'est très mal résumé le bouquin. Et alors la couverture, vous voyez quoi? On voit Vador et l'Empereur avec 2 destroyers stellaires derrière, il y a des AT-AT derrière, ou des AT-AT, je ne sais pas comment ça se prononce. Des Stormtroopers contre des rebelles, qui semblent être des rebelles humains. Et Vador et l'Empereur qui combattent de concert, voilà. Ça n'a jamais lieu dans le livre. Jamais, il y a un destroyer stellaire et Vador et l'Empereur sont à bord, en général. Il n'y a pas de AT-AT ni AT-AT, ni comment vous le prononcez, les éléphants mécaniques. Il n'y a jamais de bataille entre des Stormtroopers et des rebelles comme ça. Il y a un moment donné des Stormtroopers, mais ils affrontent autre chose, et Vador et l'Empereur sont pas du tout dans cette configuration. Bref, ça c'est un gros mensonge, mais ça m'a donné envie de le lire, donc quelque part on y est, on est bien. Donc voilà, c'est de la publicité mensongère, mais c'est de la bonne pub, puisque ça m'a fait acheter le bouquin, et finalement c'est une lecture que je n'ai absolument pas regrettée, donc je vous la suggère si vous avez envie de vous intéresser à l'univers étendu de Star Wars. Je sais ce que j'ai l'intention de lire pour le mois prochain, mais je préfère ne pas vous en parler des fois que je change d'avis, ce qui arrive relativement souvent, vous savez comment je fonctionne. Mais voilà, donc les 3 bouquins, hop là, que j'ai lus ce mois-ci, je vous le rappelle. Depuis l'au-delà de Bernard Werber, bien, pas excellent, pas ce qu'il fait d'habitude, mais bien quand même. Alpharus de Charles Brasseur, qui est un jeune écrivain, qui est plein d'avenir. Non, sans déconner, c'est vachement bien. Manque d'épaisseur, manque de substance, mais le roman est déjà très bien. Et Star Wars, Les Seigneurs des Sith de Paul S. Kemp, qui est un bon roman. C'est le 2e roman que je lis de l'univers étendu de Star Wars. Et faut vraiment que je regarde la série, les 2 séries animées qui sont canon dans le canon de l'univers de Star Wars, parce que je pense que c'est un puits à personnages intéressants et on n'a jamais trop de Star Wars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la prochaine fois je serai un peu plus dynamique, comme je vous l'ai dit, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais voilà, on se retrouve normalement le mois prochain pour reparler d'autres bouquins. Bonne fin de journée à vous et à la prochaine!